j'attends que tout le monde commence à arriver. Si déjà vous avez des questions sur la disserte, il faut les poser maintenant. Comme ça, je les vois et je peux y répondre quand il y aura tout le monde. Parce que globalement, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Pas de texto guesseur. A priori, pas de Clément non plus. Puisqu'il a eu un petit problème. Il ne pouvait pas être là. Donc, on va juste travailler sur des annales et sur la méthode de la disserte. Voilà. Rien de très fou ce soir. Alors, donc pendant que les gens arrivent, je vous propose qu'on passe en revue des sujets qui sont tombés sur les années précédentes. Donc j'ai été sur le site Eduscol. Alors, je vais tenter de vous montrer ça. Alors, donc et éventuellement on fera une petite, on regardera une vidéo justement de Clément pour voir à peu près ce qu'il en est. Alors, je vous montre simplement déjà si vous voulez regarder. Hop. Voilà, donc, alors, donc si vous voulez déjà regarder des annales, vous allez sur donc Eduscol Annalbag, vous allez faire, vous allez aller ici, hop, faut descendre un peu, et là vous allez vous retrouver dans cet onglet-là, vous allez dans Français, et puis là vous allez vous retrouver avec les différents sujets qui sont tombés les différentes années. Comme les sujets bougent d'une année sur l'autre, vous savez que chaque année on renouvelle une partie du programme, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. Donc, je vous ai fait une petite sélection justement des sujets. Alors, je vais vous le mettre juste là. Voilà. Donc, ici, vous voyez que, en gros, voilà comment va se présenter votre bac. Vous allez vous retrouver avec ce genre de document. Voilà. Avec le sujet de commentaire et la dissertation. Et vous voyez que la dissertation porte sur un objet d'étude. L'année dernière, c'était sur le roman et le récit. Et donc, vous avez sujet A, sujet B, sujet C. Ça n'est pas au choix, c'est celui que vous avez travaillé pendant l'année, évidemment. Et donc là, vous voyez que c'était un sujet assez compliqué. Selon vous, dans Sido et les vrilles de la vie, Colette ne célèbre-t-elle que les êtres qu'elle a chéris? Alors, on n'analyse pas tout de suite les sujets, on va le faire après, mais en tout cas, vous voyez que on a ce genre de choses. Si je passe en revue les différentes dissertations qu'il y a eu sur Colette, une autre était celle-là. Peut-on considérer Sido et les vrilles de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Voilà. Et la dernière qui a eu en date, c'est celle-ci, qui disait dans Sido, suivi de l'Évry de la Vigne, célébrer le monde, est-ce seulement le décrire? Alors, vous voyez que ici, le point commun qu'on a eu pour Colette, ça a été de ne pas avoir de citation. Mais il est déjà arrivé qu'il y ait des citations, notamment une citation que je vais vous remettre en place, qui était... Hop, alors... la citation était celle-là. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Et donc c'était une citation de Colette. J'essaie de vous la retrouver. Voilà. Et donc il était tombé cette citation. Voilà. Et donc cette citation était déjà arrivée. Je voudrais dire tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Et donc à partir de ça, on m'avait demandé si il était possible. Alors je vais vous mettre là-dessus.
s'il était possible de faire un plan dialectique. À partir de ça, voilà. Donc, voilà. On va parler un petit peu de ce sujet-là. Donc là, ce que vous voyez, je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Alors, même si vous n'êtes pas forcément très actif là dans le chat, là l'idée c'est de se poser la question comment on fait pour trouver quelque chose à dire et quelque chose qui potentiellement soit dialectique. Parce que là on a l'impression que on va détailler les différentes choses qu'elle dit. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que elle dit tout ce que je sais, tout ce que je pense. Bon, ok, elle raconte sa vie, puisque Colette, dans Sido et les fruits de la vigne, elle raconte sa vie. Mais elle dit tout ce qui m'enchante. Donc là, on est plutôt sur un volet positif de la vie. Et on a aussi tout ce qui me blesse et m'étonne. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il y a une dialectique qui est interne, à savoir que m'enchante et me blesse, a priori, ça va pas ensemble. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle traite ça. Donc, on aurait un A, tout ce qui m'enchante, avec éventuellement un 2, tout ce qui me blesse, peut-être un 3, tout ce qui m'étonne, puisque ce qui enchante et ce qui blesse, dans les deux cas, c'est une forme d'étonnement, donc une certaine attitude d'étonnement par rapport au monde. Mais là, vous voyez qu'il y a des situations comme ça où la dialectique, elle est déjà dans le sujet. Et il s'agit juste de la voir, de la décrypter. Bon, ça c'est pour Colette. Et alors, sur Colette, si on fait un point rapidement, Colette, elle célèbre, le thème c'est la célébration du monde. Ok, pas de problème. La célébration du monde, ça passe aussi par la célébration de la nature. En fait, quand vous lisez Colette, quand vous relisez Colette, parce que je pense que vous ne l'avez pas forcément fait depuis, Colette, c'est en permanence de la beauté, de la célébration de tout ce qu'il y a. Je vais vous relire simplement euh, le début de Sido, donc dans votre édition, c'est vraiment le tout début. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment de la beauté parce qu'on cherche à célébrer justement ce qui se passe. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fier, mon pauvre Minet chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris, les vrais, parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. À ce compte-là, je pourrais me vanter que ma mère est née à boulevard Bonne Nouvelle. Toi, te voilà comme le pouce sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. On dirait que Paris les efface. Elle s'interrompait, levait le rideau de tulle qui voilait la fenêtre. Ah, voici mademoiselle Thévenin qui promène en triomphe dans toutes les rues de Paris sa cousine de Paris. Elle n'a pas besoin de le dire que cette dame Quirieux vient de Paris. Beaucoup de seins, les pieds petits, des chevilles trop fragiles pour le poids du corps, 2 ou 3 chaînes de cou, les cheveux très bien coiffés. Bon, si on s'arrête simplement là-dessus, au tout début, on commence par quelque chose qui a priori n'est pas de l'ordre de la célébration du monde. Pourtant, on voit qu'il y a un certain plaisir à parler comme elle parle. On voit qu'elle aime se moquer, on voit qu'elle aime détailler. Vous voyez, quand elle parle du spectacle, où elle dit te voilà comme le pouce sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Bon, il y a des formes qui sont très belles. Si on prend quelques pages plus loin, quand elle parle de ce qui lui plaît chez sa mère, elle nous dit quand même euh, le peu qu'elle goûtait de Paris tous les 2 ans environ l'approvisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous lourde de chocolat en barre, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette. Et elle commençait de nous peindre Paris, dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien. Et donc là, vous voyez que pareil, on retrouve dans ce passage-là, mais il y en aurait tout au long du texte, une volonté de montrer la beauté des choses. Juste ça, la célébration du monde, c'est la beauté des choses. Maintenant, on voit que dans ses souvenirs, il n'y a pas que la beauté de la nature, il y a aussi la beauté des gens autour d'elle, mais il y a aussi une volonté un peu de moquerie sur plein d'aspects. Et donc c'est ça qui nous intéresse avec Colette particulièrement, c'est comment on réussit à donner des exemples de sa célébration et de comment elle célèbre.
Maintenant, qu'est-ce qui fait dialectique chez Colette? C'est que la célébration du monde, on s'attend à quelque chose qui ne soit que festif, et en même temps, comme c'est autobiographique, comme elle raconte ses souvenirs, et ben dans le même temps, on constate que y a plein de choses qui sont pas si joyeux que ça. Ne serait-ce que son père, dans le passage qu'on a pu étudier, le capitaine, et ben son père, il a quand même une douleur en lui. Et elle raconte cette douleur, voire même elle la rend belle, cette douleur. Donc la célébration du monde, en fait, ça n'est pas que la célébration des beaux aspects, et globalement, les dialectiques qui sont à l'intérieur de Colette, c'est pas seulement la beauté du monde au sens premier, à savoir les choses sont belles, donc j'en parle, mais c'est aussi en gros un schéma classique, on va dire, de dissertation Colette, sans trouver d'exemple, hein. Mais simplement, si on a ça, on aurait quelque chose de l'ordre de, en un, la célébration du monde. En gros, je vous dis un peu la dialectique de Colette. La célébration du monde et des gens, en gros, de tout ce qui concerne le monde, mais dans sa beauté. En face, on aurait, du coup, en deux, ben oui, mais en même temps, il y a des choses... elle montre aussi des choses dures, ne serait-ce que par exemple dans les vrilles de la vigne, elle montre toute la douleur. Et donc en fait, parce que sa vie a été dure aussi par certains aspects, et en fait elle montre, finalement on revient à ça, la beauté du monde, y compris dans sa laideur en fait. Y compris dans sa laideur et dans sa difficulté. Et c'est pour ça quand on lit le passage des vrilles de la vigne, c'est extrêmement douloureux. Et en fait il est très représentatif du style de Colette, c'est-à-dire que dans les vrilles de la vigne, qu'est-ce qui se passe pour résumer? Elle nous présente quelqu'un qui est enfin, elle nous présente un rossignol pour nous dire le rossignol, autrefois ne chantait pas la nuit, bon, mais un jour il a failli être enfermé et donc il a été obligé de chanter pour ne pas s'endormir parce qu'il sentait que s'il s'endormait il allait se faire enfermer par la vigne et donc il s'est mis à chanter la nuit. Les raisons qui le poussent à chanter ne sont pas bonnes. Par contre, la beauté qu'il arrive à produire à partir de ça, elle existe vraiment. Mais elle trouve son origine dans l'effroi, dans la douleur, dans la difficulté. Et bien pour Colette, c'est pareil. Il y a la volonté de célébrer le monde, donc on le retrouve dans la poésie de sa langue, parce qu'il y a des allitérations, parce qu'il y a des choses qui sont belles à entendre, tout simplement. Elle va parler des noms de fleurs, etc. Il y a une vraie célébration du monde dans ce qu'il a de beau, mais elle ne fait pas l'impasse sur les choses qui sont moins belles, ou alors il faudrait les interroger. Et en définitive, ce qu'elle nous montre, c'est comment tout peut être le motif de la beauté. C'est un petit peu, toute proportion gardée, ce que dit Baudelaire quand il dit qu'il transforme la boue en or, en fait. Donc pour Colette, ce qu'il faut appuyer comme exemple, ce qu'il faut aller chercher comme exemple, on va dire ça pour le travail très court qu'il y a pour ceux qui veulent prendre la dissertation, le travail qu'il faut aller chercher, il faut aller chercher des exemples des aspects négatifs qui existent dans Sido. En gros, c'est ça qu'il faut faire dans Sido et les vrilles de la vigne. Il faut aller chercher ce qui n'a pas l'air d'être beau. Il faut aller chercher ce qui relève du souvenir. Et ça va permettre derrière d'aller articuler justement la célébration du monde. Pas seulement le monde est beau, mais en fait le monde est beau, y compris dans la laideur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve à travers ça. Elle dit tout, et donc dans tout ce qu'elle a, il y a tout ce qui l'enchante, tout ce qui la blesse et tout ce qui l'étonne. En définitive, tout ce qui l'étonne. Bien, je reviens sur une des questions, comment faire une ouverture dans la conclusion. L'ouverture, c'est tout bête, c'est juste un élément extérieur qui est en rapport avec ce que vous venez de démontrer. Par exemple, là, on finirait en disant « elle montre la beauté du monde, y compris dans sa laideur ». Et ben là, pour moi, quelque chose d'évident, c'est de parler de Baudelaire. Dire de la même manière que Baudelaire a pu le faire dans ses Fleurs du Mal. Ou alors, on pourrait parler du côté précieux et dans le récit de soi, on pourrait parler de Proust, qui l'a fait à la fois dans la beauté du monde, mais aussi dans ce que ça a de complexe. Voilà, pour une ouverture dans la conclusion, globalement, si je fais un peu un cliché de conclusion, là, on va mettre un peu n'importe quoi, mais si on met, je sais pas, la beauté des fleurs, la beauté des sens, ce serait pas ça qu'il faudrait faire, hein, c'est juste pour vous donner un exemple de conclusion. Et bon, on va imaginer deux sous-parties à chaque fois pour vous montrer la conclusion. Elle montre aussi des choses dures, la solitude de sa relation
avec Willy et j'en sais rien, l'absence de sa mère. Et donc le récit de soi. De soi, ok, on a ça. Et donc en fait, elle transforme. Donc là, on est dans notre dernière partie. Trouver le champ dans la peur. Donc là, ce serait plus les vies de la vigne. Et donc, créer la beauté avec toute chose. Bon, bon là, c'est un plan qui n'est pas très réfléchi, mais c'est juste pour vous montrer une structure de conclusion. Comment est-ce qu'il faut rédiger une conclusion à partir de ça? Tout simplement, vous allez avoir, je sais pas, mettons que notre problématique ce soit dans... Donc je mets juste S dans Sidolévrique de la Vigne. On va mettre plutôt un truc comme ça. Ne dit-elle que la beauté. Bon. Encore une fois, hein, c'est pas la bonne... c'est pas réfléchi, faut pas prendre ça pour argent comptant, mais c'est juste pour articuler. Voilà. Et donc là, en définitive, en conclusion, vous seriez en train de dire dans Sido, Colette dit bien la beauté. En gros, c'est la réponse à notre conclusion. En effet, elle célèbre la beauté des choses autour d'elle, mais elle montre aussi la difficulté de la vie. En fait, elle montre que toute chose ou expérience peut être support de beauté. Dans cette perspective, Baudelaire aura montré avec ses Fleurs du mal que toute chose peut être sublimée. En gros, quelque chose comme ça. Vous voyez ou pas? Alors, pour la question sur le commentaire, donc simplement, donc je vous laisse prendre la mesure de ça si vous avez des questions sur la dissertation. Alors, par rapport au commentaire, si jamais pour l'ouverture on trouve un livre qu'on a vu en objet d'étude, ça marche. Oui, bien sûr. L'idée, de manière générale, c'est qu'il faut arrêter de penser que quand vous êtes dans un sujet, alors il faut rester dans le sujet, mais par contre, vous êtes des individus qui arrivent avec votre culture et qui arrivent avec une certaine manière de penser. Donc, mettez-le en avant. Si vous avez de la culture, il faut le dire. Il faut le mettre en avant. Il ne faut pas le mettre en avant dans votre développement. Mais par contre, l'ouverture et l'introduction et l'accroche, c'est le moment où vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, est-ce que pour ce qui est de la conclusion, c'est OK? Est-ce qu'il y a besoin d'autres points de précision? Alors, si vous voulez, on va essayer de traiter éventuellement un sujet. Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt un sujet Colette? Est-ce que vous voulez plutôt que ce soit un sujet Gargantua? Je les ai tous mis dans cette partie-là. Donc, il y en a... Alors, Gargantua. Alors, il y a les deux. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour Colette, on en prenne un simple. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, il est difficile. On en prenne un simple. Voilà. Alors, par exemple, là, je ne vais pas vous montrer comment, dans le détail, il faut le traiter. L'idée, ici, c'est pas que je vous donne des exemples. Parce que les exemples, c'est à vous de les trouver, c'est à vous de les mettre en avant. Et puis,
Surtout, vous les comprendrez pas forcément en l'état. Là, ce que je vais vous faire, c'est simplement vous montrer comment on articule, comment on crée justement une dissertation à peu près construite. Et après, si vous voulez, on reparlera un peu de... Enfin, on en traitera un avec Gargantua. Alors, Colette. Là, vous voyez ici, donc c'est un sujet qui est tombé l'année dernière, qui est tombé, c'est le sujet qui est tombé pour le bac. Donc a priori, il y a peu de chances que ce soit le même qui tombe, mais il est assez logique, et donc ça va vous permettre de montrer comment, justement, on est censé traiter un sujet pareil. Alors, donc, on va prendre une autre page, et voilà. Peut-on considérer Sido et l'Évry de la Vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Donc là, l'idée, à travers ça, c'est de dire, si donc déjà là, on a Sido et l'Évry de la Vigne, toute cette section-là, c'est simplement le titre. Donc ça nous intéresse pas tellement. Voilà, tout ça, ça nous parle pas tellement. Ok. Peut-on considérer, là, ça va être le terme qui va permettre d'articuler un petit peu le sujet. Ok. Peut-on considérer Sido et l'Évry de la Vigne, et là, comme des œuvres de l'émerveillement? Là, le mot principal, le mot le plus important, c'est celui-ci, c'est la question de l'émerveillement. Alors, euh, vous ne voyez pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, peut-on considérer Sido et l'Évry de la Vigne comme des œuvres de l'émerveillement? On a le peut-on ici qui nous invite à est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le pouvoir, est-ce qu'on a la capacité? C'est pas un sujet qui est restrictif. Là, vous voyez que c'est pas le Sido et l'Évry de la Vigne ne sont-elles que des œuvres de l'émerveillement. Il ne s'agit pas de ça ici. Là, c'est un sujet qui est un peu plus ouvert. Donc, peut-on considérer Sido et l'Évry de la Vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Alors, avant toute chose, avant de regarder Sido et l'Évry de la Vigne, il faut qu'on soit bien clair, et donc c'est ce que vous devez faire au brouillon, sur ce que c'est que l'émerveillement. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tout ce qui passe par la tête. L'émerveillement, ça fait penser au merveilleux, ça fait penser à la beauté, ça fait penser à une merveille, donc une chose belle, euh, précieuse éventuellement. Vous voyez, quand on pense à l'émerveillement, on a les choses belles, les choses précieuses. Voilà, l'émerveillement, c'est aussi la dimension un peu magique des choses. Donc il y a quelque chose d'un peu magique. Donc l'émerveillement, a priori, il ne s'agit que de choses positives. Donc en tout cas, là c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Ce sont des choses positives. Ok. Il y a l'émerveillement. Alors je ne comprends pas pourquoi Tenozen, tu me parles d'action. Euh, Mais à côté de ça, vous voyez que là, on va commencer à arriver sur quelque chose d'un peu plus problématisé, c'est quand on va aller regarder et qu'on va se dire, mais en fait, l'émerveillement, si on y pense bien, le merveilleux, l'univers merveilleux et magique, c'est aussi un monde un peu idéal. Et donc là, vous voyez qu'on met au jour ça. Il y a le côté idéal et magique. Sauf que, à partir de ce moment-là, comme on n'a pas grand-chose pour réfléchir, il faudrait aussi qu'on se dise, par exemple, là, les antonymes. Ok, quels sont les antonymes de l'émerveillement? Si vous êtes réactif dans le chat, je suis à votre écoute. Donc, euh, quels sont les antonymes de l'émerveillement d'après vous? Comment est-ce que vous l'entendez? Il ne faut pas les chercher dans le dico, il faut vraiment réagir à partir de ce que vous savez vous. Donc, effectivement, l'inverse de l'émerveillement, ça pourrait être justement une espèce de... voilà, ça pourrait être la peur, ça pourrait être l'effroi, tout simplement. Ce qui n'est pas merveilleux, c'est aussi ce qui peut être quoi? Si on parle aussi de l'idéal. Il y a le dégoût, effectivement, donc il y a les choses un peu basses. Ok. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui nous donne un certain axe. Ok. Voilà. Et effectivement, je suis d'accord, Ténozane, il y a aussi la question de la banalité. Ok. Donc, ce qui est banal. Ok. Et c'est là où, à partir du moment où vous avez fait ce travail-là, vous commencez à vous interroger sur des choses comme, ben, qu'est-ce que c'est que le genre de Sido et d'Evry de la Vigne? C'est quoi comme genre? Alors plus pour Sido que pour le reste.
Parce que si on regarde bien, Sido et les vrilles de la vigne, a priori, ça n'est pas une fiction. Or, quand vous parlez d'univers merveilleux, a priori, vous parlez de fiction. Donc, est-ce que Sido et les vrilles de la vigne, je sais pas, par exemple, c'est un conte? Est-ce que c'est le cas? Alors oui, il y a le cauchemardesque qui pourrait fonctionner. Et donc, effectivement, le cauchemardesque, là où c'est intéressant, c'est que ça répond d'une certaine forme de merveilleux. Donc on peut se le mettre aussi de côté. Donc voilà, très bien, le merveilleux. Pardon. Le cauchemardesque. Ok. Et donc là, si Sido et les vrilles de la vigne ne sont pas un conte, c'est quoi? C'est le récit de soi. Alors je dis pas autobiographie à proprement parler, parce que l'autobiographie, il y a l'idée de dire la vérité. En tout cas, il y a le récit de soi. Bon. Et éventuellement, on pourrait aller sur le domaine un peu de l'autobiographie, mais bon, avec des pincettes. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un problème, du coup? Alors, il pourrait y avoir l'émerveillement de l'enfant qu'on opposerait à la vie d'adulte. Je suis d'accord, il y aurait quelque chose à faire là-dedans. Mais là, dans l'opposition qui se dégage, est-ce que l'autobiographie, puisqu'on a vu que elle était de l'ordre de la vie qu'on a vécue, est-ce que ça peut être merveilleux? Parce qu'elle est là la question en fait. Et c'est ça qui va nous poser problème. Ce qui nous pose problème, c'est qu'on a d'un côté un récit de soi, et donc l'horizon d'attente d'un récit de soi, c'est raconter la vie telle qu'elle s'est produite, et de l'autre côté, on a euh, l'émerveillement qui a une dimension magique en fait. Et donc là, on arrive avec un problème. Parce que qu'est-ce qu'il dit le sujet? Quand il nous pose un peu candidement la question, peut-on considérer Sido et les vrilles de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement? C'est de dire, bah, est-ce que décemment, on peut dire qu'une œuvre qui prétend raconter la vie de quelqu'un, elle ne peut être que de l'ordre du merveilleux? Et donc là, problème, euh, ce qui va, effectivement, mais là tu avances déjà dans le sujet, ce qui va être éventuellement possible, ça va être la manière de raconter. Mais dès lors, l'émerveillement ne va pas de soi et il est à interroger à travers justement ces considérations plus euh, génériques, c'est-à-dire que le genre de l'œuvre. Alors, là où effectivement on dispose de quelque chose d'intéressant, c'est que la vie de Colette, telle qu'on la connaît, elle n'a pas été si heureuse a priori. Pourquoi? Parce que la vie de Colette, elle se passe avec une mère qui est parfois loin, même si on n'a pas l'impression qu'elle en souffre trop, mais une mère qui est parfois loin, qui est parfois exigeante aussi. On a un père qui est mélancolique. On a très tôt un mari qui l'emprisonne un peu, dans la personne de Willy. Donc, on voit qu'il y a une vie qui est quand même difficile. Et en plus de ça, elle parle notamment dans les vrilles de la vigne des insomnies. Donc là, vous voyez qu'il se passe quelque chose d'un peu compliqué. Et donc, à partir de là, on va se dire, bah, vous voyez, tout le chemin qu'on fait, il commence déjà par l'effort de définition. C'est seulement après qu'on arrive à d'autres choses. Donc, là, on arrive sur ça, sur les insomnies. Et de l'autre côté, quand on lit les œuvres, on se retrouve avec précisément la beauté de la nature, l'amour des mots, c'est tout bête mais il y a aussi de ça, l'amour des mots et le fait de sublimer sa vie. Mais donc, à partir du moment où on sublime, où on rend quelque chose sublime, on rend la chose merveilleuse, mais donc dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le but du récit de soi? Et ben c'est là où il va y avoir problème, et c'est là où on va pouvoir trouver une problématique. Mais vous voyez que pour arriver à la problématique qu'on va détailler, il faut qu'on soit passé par ça. Il faut qu'on soit passé par ça qui nous dit les vrilles de la vigne,
c'est une autobiographie, c'est un récit de soi. La vie de Colette n'est pas un émerveillement. Objectivement, ça n'est pas merveilleux. Et donc, là, une problématique rapide, hein, évidemment, il faudrait passer plus de temps dessus, mais une problématique rapide qu'on pourrait dégager, c'est est-ce que, donc je mets S pour Sido, hein, vous aurez compris, est-ce que Sido et l'Évry de la Vigne, en tant que récit de soi, peuvent être uniquement de l'émerveillement? Ou peuvent être, parce qu'il ne faudrait pas reprendre textuellement, mais euh, en tant que récit de soi, sublime la vie au lieu de lui être fidèle. En gros, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il y a d'un côté le récit de soi qui est censé être du côté de la vérité, et il y a l'émerveillement qui est lui, au contraire, n'est pas du côté de la vérité, puisqu'il est du côté de la magie. En gros, je résume à grands traits, mais en fait c'est ça. Et donc on a une tension qui se crée entre le récit de soi d'un côté et la magie de l'autre. Évidemment, donc je suis d'accord, la vie peut être merveilleuse à cause de chutes dans le récit, et donc en fait la conclusion qu'on a souvent chez Colette, c'est de dire, bah oui c'est merveilleux. Je pense même que ce sujet-là, il nous invite à dire, il y a de l'émerveillement en tout. Par contre, il faut dépasser le côté un peu préjugé de dire ah bah oui c'est de l'émerveillement, regardez c'est de la beauté. Il faut être capable de prendre du recul et de dire bah il n'y a pas que de la beauté parce que précisément la vie de Colette, ce qu'elle raconte, comporte des éléments qui sont difficiles. Pour autant, et c'est là où on revient sur la chose, pour autant elle parvient à maintenir cet émerveillement là, donc ça montre sa capacité à rendre les choses belles et sublimes alors même que la vie ne l'est pas forcément. Et donc elle rend la vie belle, et donc c'est là où on arrive sur la troisième partie un peu méta, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de Sido, du livre Sido, Sido et l'Évry de la Vigne, c'est à l'intérieur de ça que la vie est belle, que l'émerveillement est possible. Mais ça n'est pas la vie de Colette qui est merveilleuse. Ça n'est même pas sa perception de la vie, c'est sa manière de l'écrire. Et donc, stratégie d'écriture, puisqu'elle n'écrit pas seulement pour raconter, mais elle écrit aussi pour nous raconter, donc nous manipuler. Pensez toujours que tous les textes vous manipulent. Les gens en général vous manipulent, les textes encore plus. Ils cherchent à vous amener sur certains points. Est-ce que sur une problématisation rapide comme ça, c'est un peu plus clair? Ou est-ce que vous avez besoin d'autres explications? Est-ce qu'on passe sur un sujet gargantuesque? Alors ça va. Oui. Ok. Donc, ça va à peu près. Ok. Alors, à partir de ça, on va essayer de regarder un petit peu plus ce qui se passe du côté de Gargantua, donc les sujets qui sont tombés les autres années. Alors, les autres années sont tombées, je vais vous montrer. Donc, ici, une première disserte sur Gargantua qui est tombée donc en 2023. Alors, je ne sais plus sur quelle zone c'est tombé. Vous savez, il y a les dom-toms, etc. Bon, voilà. Au passage, vous voyez la longueur de ce que vous pouvez avoir en poème en commentaire. Hein, donc, ceux qui ont travaillé sur la dissertation, vous avez sans doute raison. Ok. Rabelais, Gargantua, parcours Rire et Savoir. Donc là, déjà, vous savez, au passage, il vous rappelle le parcours. Rabelais, dans le prologue de Gargantua, évoque les silènes, ces boîtes décorées, à plaisir, pour exciter le monde à rire, mais contenant diverses choses précieuses. En quoi cette image éclaire-t-elle votre lecture de Gargantua? Alors là, vous voyez que c'est un sujet dans la forme qui est un petit peu plus original. Pourquoi? Est-ce que c'est un sujet citation? Pas complètement. Est-ce que c'est un sujet qui n'est pas citation? Bah, pas complètement non plus. En fait, on vous invite à réfléchir à partir d'un bout de citation. Alors, pour pouvoir y réfléchir un petit peu, voilà, on va se le mettre sur Word. Ok. Donc, ici, on reprend ça. Voilà, ok. Alors,
Rabelais dans le prologue de Gargantua. Donc là, ici, a priori, cette partie-là, on s'en occupe pas trop. Parce que certes, ça rappelle le prologue, donc on sait que c'est dans l'œuvre, mais voilà. Évoque les silènes, boîtes décorées à plaisir pour exciter. Donc là, vous voyez que le cœur du sujet, il se trouve ici. Alors là, normalement, si vous avez bien bossé votre Gargantua, vous savez ce que sont que les silènes. Qu'est-ce que c'est que les silènes? Ceux qui ont travaillé sur Gargantua. S'il en parle sur le prologue, vous devez pouvoir le voir assez rapidement. Les silènes, il en parle au moment où il parle de Socrate. Socrate le vieux moche. Au passage, c'est aussi un moment qui se veut déjà comique hein, dans l'œuvre. Alors, aucune idée, eh ben, il faut commencer à se renseigner. Donc, dans le prologue, Gargantua, il nous dit quoi? Enfin, Rabelais, plutôt. Je vais vous lire le passage en question. C'est Socrate, le vieux moche. Les silènes, ce sont des boîtes. Donc, écoutez, je vous redis le passage. Comme ça, vous l'aurez en tête. Tel fut Silène, maître du bon Bacchus, mais au-dedans de ces boîtes, alors oui, donc c'est tout le début, buveur très illustre, et vous vérolés très précieux, car à vous, non aux autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiade au dialogue de Platon, intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, son conteste prince des philosophes, dit, entre autres paroles, qu'il est semblable aux Silènes. Donc on retient Rabelais Socrate semblable aux Silènes. Les silènes étaient jadis pareilles aux petites boîtes, telles que nous en voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, recouvertes de figures joyeuses et frivoles, comme des harpies, satyres, oisons, bridés, lièvres, cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs harnachés et autres bestioles, telles des peintures contrefaites à plaisir pour encourager le monde à rire. Donc c'était des boîtes qui étaient décorées pour rire. Ok. Tel fut Silène, maître du bon Bacchus, mais au-dedans de ces boîtes, on conservait les fines drogues, comme le baume, l'ambre gris, la cardamone, le musc, la civette, les pierreries et autres choses précieuses. Donc des boîtes drôles à l'extérieur, mais à l'intérieur contenant des choses précieuses. Ok. Tel était Socrate, d'après Alcibiade, parce qu'en voyant sa figure et en estimant son apparence extérieure, vous n'en auriez pas donné un copeau d'oignon, tant il était laid de corps et tant son aspect était ridicule. Le vieux moche. Le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, les mœurs simples, les vêtements rustiques, pauvres de fortune, malheureux avec les femmes, ineptes à toute fonction de la République, toujours riant, toujours buvant à la santé de chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais en ouvrant cette boîte, le cerveau de Socrate, vous auriez au-dedans trouvé une céleste et inestimable drogue, une intelligence plus qu'humaine, une vertu merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans pareille, un contentement certain, une assurance parfaite, un détachement incroyable à l'égard de tout ce que pourquoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent tant. Donc, dans ce passage-là, ce très bon livre que je vous recommande, on retrouve... Pourquoi c'est en majuscule alors que c'est au pluriel? Bah, le fait que ce soit au pluriel, ça implique pas que ce soit pas en majuscule. Euh, les silènes, donc, tout simplement, ce sont des boîtes décorées pour faire rire, mais qui contiennent des choses précieuses. Et donc là, vous voyez un petit peu où le sujet veut vous emmener. En quoi cette lecture éclaire votre lecture de Gargantua? Est-ce que vous ne trouvez pas un point commun entre ces silènes, ou ce Socrate, et Gargantua? Parce qu'en fait, les sujets pareils sur Gargantua, ils sont pas si nombreux. Il s'agit souvent des mêmes choses. Par contre, ça va être comment on les met en scène. Exactement comme la substantifique moelle. Donc, en fait, vous voyez dans le prologue, il utilise 3-4 images pour nous faire comprendre ça. Il dit, il faut être comme le chien qui ronge l'os, et ronge l'os, et puis il finit par atteindre la substantifique moelle, donc sous-entendu, la partie la plus agréable. Ok. Eh ben, ici, le sujet, il nous invite simplement à réfléchir à l'articulation entre le divertissement et le savoir. Alors, il faudrait nommer ce savoir-là, mais en tout cas, ces choses précieuses-là, la chose précieuse que nous donne
Gargantua, que nous donne Rabelais avec son Gargantua, eh ben, c'est tout simplement l'enseignement, c'est le savoir. Donc, vous voyez que ici, le sujet, d'un côté, il met en avant, donc il y a une apparence de rire, et donc à partir du rire, on arrive à la légèreté, on arrive au divertissement. Et de l'autre côté, on aurait les choses précieuses, alors qu'il faudrait nommer, mais parmi ces choses précieuses-là, il y en a qui vont vous venir. Il y a la bonne éducation, ok. Il y a la critique du savoir, donc des sophistes. Plus profond, il y a la critique de la religion. Toutes ces choses-là sont précieuses parce qu'elles ne sont pas directement accessibles. Et c'est en ça qu'elles nous intéressent. Donc, vous, ce que vous cherchez à faire, c'est précisément cet aspect-là que vous cherchez à mettre en valeur. Donc, là, ici, on voit une articulation entre l'apparence et la légèreté. Donc, en quoi cette image éclaire-t-elle Gargantua? Là, vous pourriez poser une problématique toute simple comme dans Gargantua, est-ce que... Alors, hop. Ah oui. Tac. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, dans Gargantua, est-ce que le rire, tout simplement, permet un accès aux choses précieuses? Un accès, là, il aurait fallu définir les choses précieuses, mais un accès à un enseignement plus profond. Plus profond ou plus intelligent, etc. Alors, vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, on répond à une certaine partie du sujet, mais il va falloir qu'on fasse attention. Parce que là, le sujet, notre 1, ça va pas être de dire il y a du divertissement avec dans notre 2, il y a des choses précieuses. Notre 1, ça va être de dire les deux ensemble. Il y a du rire qui permet, en fait, directement rentre dans ce que suppose le sujet, du rire qui permet l'accès à quelque chose de plus profond. Parce que, tout simplement pour des choses toutes bêtes, mais on rit, donc on lit, tout simplement. De l'autre côté, il y a la critique religieuse. Elle se fait à travers des choses drôles. Donc, par exemple, au moment de l'épisode parisien, où il compare il parle des porteurs de reliques par rapport au bon évangéliste, à travers les choses drôles. Et globalement, on se retrouve avec une certaine... là, on va faire exactement comme l'autre en deux parties, histoire d'aller vite, de voir le raisonnement. Donc du rire qui permet l'accès à quelque chose de plus profond. Ok. Mais là, note 2, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à quelque chose comme... Mais il y a aussi du rire pour le rire. En gros, du rire qui n'a pas vocation à être porteur d'enseignement. Et donc là, on remet en question le sujet, c'est de dire, parfois, la silène, on n'a même pas besoin d'aller voir à l'intérieur. Ou alors, il n'y a rien à l'intérieur de la silène, parce que ce qui est drôle se suffit à lui-même. Et donc là, vous allez aller dans le rire un peu plus scatologique. Ok, vous allez aller dans du rire un petit peu plus, je sais pas, du rire léger, qui vise pas à autre chose. Et vous allez éventuellement aller sur une critique ou une dissolution des choses. Bon. Et donc en définitive, comment on dépasse cette opposition-là? D'un côté, on dit oui, il y a du rire qui permet l'accès à quelque chose de plus profond, et de l'autre côté, on dit oui, mais il y a aussi du rire qui n'a pas vocation à quelque chose de plus profond. Alors comment on fait?
à partir de ce moment-là, comment on trouve une troisième partie? Je vous laisse essayer de proposer vos pistes. En gros, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va essayer de dépasser le tout. Mais pour dépasser ce genre d'opposition-là, eh ben on a dit d'abord, il y a un rire qui permet l'accès à quelque chose de plus profond. Ok. Ensuite, on a un rire qui n'a pas que cette vocation-là. Mais en fait, ce qu'on va dire, notre dépassement, c'est de dire que précisément, euh, c'est parce que il y a du rire qui n'a pas d'autre vocation, du rire, on va dire, gratuit, qu'on est d'autant plus attentif. Et donc là, on revient sur le rire qui détend et donc qui permet un meilleur apprentissage. Et le fait que la bonne éducation passe à travers une articulation entre le divertissement et le savoir. Donc en fait, ce qu'on va dire en premier, c'est dire, on constate bien que dans Gargantua, il y a du rire qui donne accès à quelque chose de plus profond. Et on va lister dans quelle mesure il y a le rire et à quel endroit ça nous permet de réfléchir. Et après, on va dire aussi, oui, mais il y a du rire qui est léger. Il y a du rire qui ne nous fait pas plus réfléchir que ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on va finir par dire, le fait même que Rabelais ait décidé de mettre du rire à l'intérieur de son ouvrage, c'est une espèce de manifeste pour dire, il faut qu'il y ait à la fois du divertissement et du savoir, qu'ils soient articulés ou pas articulés, puisque à l'intérieur de la bonne éducation, ils sont forcément articulés. C'est-à-dire, quand vous faites du sport, c'est pas parce que ça vous permet de développer plus de mémoire et que vous allez mieux retenir derrière. Non, c'est pour dire que vous allez faire du sport, donc vous allez dépenser physiquement, vous allez aérer votre esprit, et le fait d'aérer votre esprit, ça va vous rendre plus apte à apprendre derrière. Mais quand vous vous détendez vraiment, vous vous détendez pas dans le but de. Et donc là, en fait, le sujet, il nous invite à interroger l'articulation du rire et du savoir. Donc on va l'articuler au tout début de manière un peu bateau, en disant, ah là, dans cet épisode-là précisément, on commence par rire et ensuite on réfléchit. Et après, on va dire, oui, mais il y a un rire qui amène pas à réfléchir. En définitive, on a à la fois du rire pour ce qu'il est et du savoir pour ce qu'il est. Et c'est l'articulation des deux qui va permettre justement d'avoir accès à la bonne éducation, d'avoir accès à l'humanisme, parce qu'on fait confiance aussi au physique, au-delà de faire confiance à l'intellectuel. Et effectivement, je pense que dans cette troisième partie-là, il faut parler de la bonne éducation, donc de Ponocrate, qui met en avant justement une éducation qui fait, qui laisse de la place aux deux, qui laisse de la place au divertissement. Et vous voyez que c'est peut-être dans cette troisième partie où on va quitter un petit peu le rire pour accéder à quelque chose de plus large, à savoir le divertissement, le relâchement du corps. Et le rire thérapeutique, effectivement, dans une certaine mesure, rentre là-dedans. Donc là, vous voyez, par exemple, je sais pas, la critique religieuse, on pourrait parler de Paris. On rit, donc on lit. Donc là, il y aurait le fait que, par exemple, il y a le chapitre 22 avec la liste des jeux, et puis après, il y a le chapitre sur l'éducation. Le rire scatologique, j'ai pas besoin de vous dire où le trouver. Le rire léger, on pourrait le trouver également dans, par exemple, l'épisode où il trompe des passants avec les faux chevaux en bois. Et le rire qui détend, on pourrait avoir par exemple la critique qui passe par le rire, je sais pas, de Janotus. Quand il y a Janotus qui fait quelque chose, le rire, il est d'abord un vrai rire pour lui-même, et ensuite on est amené à y voir une réflexion plus large, et de manière plus globale, il faudrait considérer la bonne éducation qui passe à travers une articulation des deux. Ok, est-ce que c'est clair ça? Alors je sais bien que
là, on fait des analyses de texte en 20 minutes. Vous, il faudrait que vous passiez beaucoup plus de temps. Donc, on a Clément qui est arrivé. Donc, on va pouvoir, à partir de ce moment-là, on va lui demander, je vais lui demander en privé. On va faire une petite pause, ça va me permettre d'aller chercher de l'eau, et on va passer ensuite sur ces précieux enseignements à Clément. Voilà, donc je vous mets en pause, juste là, et on se retrouve dans 3 minutes, 5 minutes. Allez, à tout de suite. Alors, on est de retour. Donc, on va faire un petit React. Alors, j'ai consulté Clément entre-temps pour savoir quoi écouter. Alors, il m'a dit que la meilleure, enfin celle où on voyait le plus la méthode de la dissertation, c'était le voyou voyant, donc des cahiers de Douai, celle-là.
Mais en même temps, il y a une autre vidéo qui s'appelle 4 sujets de dissertation sur les émancipations créatrices. Et il y a l'avant-dernière qu'il a sortie sur Colette. Donc, la question est, laquelle est-ce que vous préféreriez qu'on regarde pour qu'on fasse un react, sachant qu'on va pas tout regarder absolument. Je pense surtout qu'on va se concentrer sur le début avec la méthode, parce que bon, elle fait 35 minutes. Je pense que vous avez autre chose à faire que rester là pendant 35 minutes. Mais voilà. Pendant que vous réfléchissez à ça, j'ai appris récemment qu'il y avait une nouvelle photo de Rimbaud et qui, je trouve, est extrêmement peu convaincante. Donc c'est arrivé en avril. Je suis tombé sur ça pendant des recherches hier. Une photo de Rimbaud de 1876. Donc 1876, il est en Autriche et donc apparemment, donc c'est quelqu'un qui serait tombé là-dessus. Une photographie inédite de Rimbaud. Alors, plusieurs problèmes avec cette photo. Donc on l'a ici. Là, je vais essayer de vous la mettre en grand. Pendant ce temps-là, dites-moi dans le chat ce que vous préféreriez regarder comme vidéo. Donc, je vous rappelle simplement, soit celle sur Colette, soit les 4 analyses de sujet, soit le voyou voyant, donc la dissertation sur Rimbaud. Ok, pour revenir sur donc cette vidéo-là, sur cette photo, pardon. Bon, bah, moi déjà je trouve que ça lui ressemble pas trop. Alors quand on compare des photos, certains trouvent que ça lui ressemble un peu. Vous voyez, si on prend ça, on peut trouver une forme de ressemblance, notamment au niveau des sourcils et tout. Problème, déjà les contrastes, ça permet pas du tout de se rendre compte exactement de comment c'est. Et surtout, ce que disent la plupart des photos, c'est que il a les yeux sombres là-dessus. Et pour vous dire, une des photos de Rimbaud qu'on a plus tard, c'est celle-là, où il a l'air de beaucoup moins se ressembler que en d'autres endroits. Voilà, donc ça c'était simplement pour les petites actualités rimbaldiennes. C'est qu'apparemment on aurait retrouvé une photo de lui. Au passage, ce qui me fait me dire que c'est pas du tout lui. Rimbaud, on l'avait déjà vu sur plein d'aspects, une espèce de gros crado, surtout dans cette période-là où il était très vagabond. Et là, il a l'air d'être quand même très propre sur lui. Pourquoi il serait allé poser en plus de telle sorte? Voilà, donc moi je n'y crois pas trop, mais c'est l'actualité récente. Je vous ai pas du tout montré les photos. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que comme ça, voilà, comme ça fonctionne. Ok, alors, donc les photos en question, c'est celle-là. Donc il y a Rimbaud qui serait soi-disant ici. Et ce que j'expliquais un peu rapidement, c'est que si on regarde des photos de Rimbaud à un autre âge, donc là c'est vraiment plus 10 ans plus tard, mais si on compare avec d'autres photos, genre celle-là, voilà, ici on pourrait trouver une forme de ressemblance, même si à mes yeux le jeu des contrastes fait que ça ne se ressemble pas trop. La bouche, je suis d'accord, il y a quelque chose, et il a les yeux sombres, alors que normalement il a les yeux très clairs, il avait les yeux bleus, Rimbaud. Et autre chose qui me fait dire que ça n'est pas le cas, c'était au niveau des vêtements. Parce que au niveau des vêtements, il est trop propre sur lui par rapport à qui il était. Voilà, là c'est assez propre. Pourquoi il serait allé poser à Vienne à ce moment-là? Donc bref, voilà. C'est un monsieur qui a trouvé une photo d'anonyme très récemment, et donc pour lui, il a fait un document de 100 pages pour dire à quel point c'était Rimbaud. Chose que, voilà, moi me paraît un petit peu étrange. Et au passage, je voulais vous montrer cette autre photo de Rimbaud. Donc c'est sur le site dont je vous ai déjà parlé, Mediaclass, pour ce qui est des cahiers de Douai, etc. Il se trouve qu'il il a mis une photo assez... alors... il a mis une photo... Est-ce que c'est là? Au passage, vous voyez, hein, quand je vous ai parlé de ce site, il est extrêmement fourni sur ça. Alors, ça n'est pas là non plus. Peut-être là-dedans. Non.
pense que c'était dans citation. Donc vraiment, je vous recommande ce site, hein, allez le voir si vous avez besoin de citations, de réflexions, etc. Alors, je sais pas si ça va venir là. Bon, il y a aussi des choses moches, mais est-ce que c'était là-dedans ou pas? Bon, alors il se trouve que je vais... Ah si, je pense que je peux la retrouver là. Non. Bon. Je vais pas vous la retrouver. Mais bref, il y a une photo de Rimbaud jeune en très bonne qualité sur Media Class. Voilà, c'est celle-là. Alors, quand vous allez sur le site, vous allez la trouver. Elle est assez troublante, je trouve. Quand je suis tombé dessus, ça m'a paru un peu étonnant. Vous allez là-dessus, et là, on peut zoomer très très fort, et il a l'air d'être vraiment là, d'être quasiment en vie. Il y a presque un petit peu de brillant sur ses lèvres. Donc je la trouve très perturbante, au point que je me suis demandé si c'était pas un peu assisté par de l'IA, si on compare avec les autres photos. En fait, c'est inspiré de cette photo-là. Enfin, c'est cette photo-là. Mais vous voyez que on est avec une qualité qui est quand même assez incroyable. Bref, voilà, il y a vraiment ce côté un peu terrifiant, un peu génie du mal. Bon, voilà, c'est ce que je me disais aussi. Le côté IA, mais très bonne IA. Mais c'était les yeux bleus qui m'ont un peu dérangé. Ce sera toujours mieux réussi que les miniatures de Clément sur les disserteurs, je vous rappelle. Voilà, ce genre de choses. Il y a quand même quoi? Il y a des IA qui travaillent bien. Bref. Donc, à partir de ça, voilà. Est-ce que vous savez quelle donc dissertation Rimbaud, méthode de dissertation, est-ce qu'il y en a d'autres qui donc on part sur les émancipations créatrices, les 4 analyses de Rimbaud? Si ça vous va. C'est la plus courte, moi ça me va aussi. Donc l'idée ce serait qu'on puisse que je la regarde avec vous et que je fasse pause en gros à des moments clés, si par exemple Clément n'a pas assez bien expliqué ou de ce genre de choses. Alors, hop, je vais baisser un petit peu parce que c'est fort. Donc, voilà, je pense que le premier sujet dure assez longtemps et puis après il y a les autres sujets qui vont prendre un peu moins de temps. Donc on va regarder ça et pardon, c'est pas très flatteur pour Clément cet arrêt sur l'image. Voilà. Donc on va regarder ça et puis dès qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou alors sur lequel vous voulez que je réagisse, je le ferai. Voilà. Alors hop, je vous le mets pas complètement en plein écran. Comme ça je peux vous voir en même temps. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas le son. Alors, vous n'avez pas le son. La leçon. Ok. Est-ce que là, vous avez le son? Comme ça. Donc, les cahiers de Douai représentent-ils une révolution poétique? C'est un sujet qui est énorme. Ça concerne pas seulement Rimbaud, ça concerne tous les poètes et tous les lecteurs de poésie. Enfin, tu vois, c'est quelque chose d'immense. Donc, okay. Alors, je vous le remets donc simplement au début. Ok, c'est bon, vous avez le son. Alors, c'est reparti. Dans vos révisions. Ce premier sujet, donc, les cahiers de Douai représentent-ils une révolution poétique?
c'est un sujet qui est énorme. Ça concerne pas seulement Rimbaud, ça concerne tous les poètes et tous les lecteurs de poésie. Enfin, Alors, je vous relis simplement, c'est peut-être loin pour vous. Donc, c'est un sujet de dissertation. Les cahiers de Douai représentent-ils une révolution poétique? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur les cahiers de Douai, sur les textes, documents étudiés dans le parcours émancipation créatrice, ainsi que sur votre culture personnelle. Donc, le sujet, les cahiers de Douai représentent-ils une révolution poétique? tu vois, c'est quelque chose d'immense. Donc si on te pose la question, enfin si tu as ce genre de sujet, il faut que tu élargisses ce que tu as vu. J'écris CDD pour les cahiers de Douai. Là, le mot de révolution, euh, il est tellement énorme qu'il est presque gênant en fait. Toi, dans ton analyse du sujet, tu as intérêt à le définir bien. Est-ce que ça veut dire que Rimbaud va changer à jamais la manière d'écrire et de lire la poésie? Donc en fait, ça change un genre littéraire quasiment, hein. Et même la poétique, ça va peut-être au-delà même juste du genre de la poésie. On va y arriver. On va définir aussi ce que veut dire poétique ici. Ça, c'est le premier sens, hein. Mais il y a un autre sens, c'est celui qui est plus proche d'émancipation poétique, c'est on peut juste prendre le sujet dans le sens est-ce que, mais alors on rajouterait un peu on préciserait l'idée en disant est-ce que les cahiers de Douai sont une révolution poétique personnelle? En gros, est-ce qu'à l'échelle de Rimbaud déjà, c'est une révolution poétique? Et là, ça se rapproche plus d'émancipation. Donc là, vous voyez simplement, ce qui se passe, c'est que on commence par quelque chose qui est donc le mot pour lui-même, la révolution, changer la manière d'écrire et de lire, ok. Mais comme on sait que ça va pas nous suffire et qu'on est dans une dissertation qui parle aussi des émancipations créatrices, on finit par le ramener un petit peu dans notre réflexion. Mais on le fait dans un deuxième temps. On ne commence pas par ça, on commence par le mot de révolution. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en disant que il était presque gênant parce que le mot de révolution, c'est un bouleversement total, alors qu'on rappelle, le cahier de Douai, c'est un recueil non constitué, non fini à l'état pur, et qui a été fait par un adolescent de 16 ans. Donc là, ici, vous voyez que on commence par dire l'évidence, et après on essaye de réfléchir sur d'autres choses. Donc révolution personnelle, et donc ce serait l'émancipation d'un jeune homme d'Arthur Rimbaud qui a 15-16 ans à l'époque où il écrit les cahiers de Douai. Donc révolution personnelle. Et là voilà, on revient plutôt à l'émancipation créatrice. Bah déjà, tu vois, avec ces deux sens, t'as peut-être deux grandes parties là. C'est peut-être déjà tes deux grandes parties qui peuvent être trouvées. Mais n'allons pas trop vite non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ici poétique dans ce sujet? Le genre littéraire et et la communauté des poètes en fait, hein, tous ceux qui s'y intéressent, on peut dire aussi les lecteurs, hein. Et puis aussi hein, poétique. Ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. Est-ce que tu te souviens de la racine de l'étymologie grecque de poétique? En grec, poienne, le verbe poienne, qui a donné poésie et poétique, il veut dire créer. Donc en fait, là, une révolution poétique, on pourrait le traduire, si on se rappelle de cette étymologie, par une révolution créatrice. Poétique, ça veut dire donc force de création ou inspiration, capacité créatrice. Deuxième sens, création. Donc si Alors là, pareil, là c'est peut-être pour faire un peu plus de... Si à votre échelle, vous n'avez pas le côté, la poétique, l'étymologie poienne, ça veut dire création, etc., vous avez quand même moyen de composer. Mais simplement, le fait d'avoir ce genre d'idée, et par exemple pour la poésie, de manière générale, vous allez souvent croiser la poésie, vous l'avez peut-être déjà croisé dans vos recherches, la poésie, souvent, il y a cette étymologie-là qui arrive, sur l'idée de création. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, parce que le genre poétique peut déjà vous permettre de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire révolution au sein de la communauté poétique, ça peut déjà vous faire réfléchir. Mais si vous avez ça en plus, c'est encore mieux. si on essaie de reformuler ce sujet en une problématique provisoire, hein, mais ça c'est ce qu'on va faire avec les 4 sujets qui sont là, hein, juste pour voir un maximum de sujets, que tu te sois bien entraîné, tu vois, pour accumuler de l'expérience dans cette partie très difficile de la disserte qui est comprendre le sujet et le reformuler.
là, qu'est-ce que ça donnerait à partir des exemples qu'on a donnés, enfin plutôt des définitions qu'on a données, de l'analyse rapide qu'on vient de faire, quelles questions on peut poser? Ouais, ça c'est bien, peut-être. Ouais, comment Rimbaud influence le genre poétique, peut-être. Là, on prendrait le sens numéro un. Comment Rimbaud influence le genre poétique par son émancipation. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que euh, tu proposes une bonne problématique ici, mais j'aurais juste un petit truc à redire. Mais franchement, si je lis cette problématique dans une copie, je la trouve bien par rapport à ce sujet. Je la trouve bien sentie, bien formulée. Donc bon, au passage, on pourra relever la bienveillance du professeur. Là, sur comment Rimbaud influence le genre poétique par son émancipation, vous voyez que le côté influence, déjà, ça vient minorer un petit peu la question de la révolution. Donc déjà, ça vient un peu minimiser un peu, et peut-être que Clément va réagir là-dessus après. Influence le genre poétique par son émancipation. Pour avoir, là ici, la révolution, ça correspondrait à une forme d'émancipation. Je fais révolution, je fais révolte, je laisse ce qui a été fait, et donc, comme je me mets en dehors de, en gros, la communauté poétique, je suis à même de lui proposer un nouveau chemin. En gros, c'est ça. Mais franchement, si je lis cette problématique dans une copie, je la trouve bien par rapport à ce sujet. Je la trouve bien sentie, bien formulée. Mais moi, je te préconise de faire une problématique qui soit une question fermée, hein. Une question totale. Tu te souviens de ce que ça veut dire? Voilà, c'est une yes-no question. C'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. On appelle ça question totale en général. Je te le dis parce qu'en grammaire, tu peux être interrogé sur l'interrogation et c'est très bien de pouvoir identifier, et c'est facile en plus, les questions fermées et des questions ouvertes ou autres. Alors, au passage, vous avez remarqué qu'il a été à l'école américaine, hein, on parle de yes-no question. Mais effectivement, le fait qu'il y ait un comment, vous voyez que dès que vous arrivez sur une dissertation, il va falloir il va falloir être dialectique en disant oui, non, plutôt oui, mais plutôt oui, cependant, plutôt, certes, cependant, plutôt. Bah, si vous n'êtes pas sur une question fermée, vous allez un peu vous compliquer la tâche. Autrement dit, total versus partiel. Ici, on peut dire est-ce que Rimbaud influence le genre poétique, influence la poésie, on pourrait dire de son temps, si on veut préciser un peu les choses, influence la poésie au point de la changer définitivement, ou on peut reprendre de la révolutionner complètement. Bon, le problème. Alors, avant qu'il aborde le problème, ici, vous voyez que déjà, ce qu'il a fait dans sa petite correction, c'est que il a remis quelque chose. Donc là, c'est au point de la changer complètement. Il a remis le côté un petit peu absolu de la révolution poétique, de ce terme très violent de la révolution poétique. Mais donc, vous voyez que déjà, en plus de fermer la question, donc passer de la question ouverte à la question fermée pour avoir une dialectique plus facile, il a réinstauré des termes qui sont plus proches du sujet. Mais ça, c'est. Là, c'est pas ton problème, c'est pas notre problème, c'est que ce sujet, il est pas assez centré sur les cahiers de Douai, sur l'œuvre. Tu vois, quand on a. Bon, certes, il commence par les cahiers de Douai, mais quand on a représente-t-il une révolution poétique, c'est un sujet, si on le prend au pied de la lettre, en fait, on est obligé de parler de tout le contexte poétique avant, pendant, après l'écriture des cahiers de Douai. Or, au bac, c'est bien de connaître 2-3 trucs sur le contexte de la création, ce qui s'est passé avant et après, mais la dissertation, c'est une dissertation sur œuvre. Donc en fait, il faut qu'on parle surtout des cahiers de Douai. Alors, donc là, très intéressant. A priori, vous n'êtes pas tellement dans ce cas parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut rester centré sur l'œuvre et que là, spécifiquement, les cahiers de Douai, ils parlent de révolution poétique. Donc là, à savoir, il faudrait parler du symbolisme, il faudrait parler même du rapport au romantisme, peut-être qu'il faudrait parler de Baudelaire, de Hugo, etc. Bref, il faudrait dire, il y a un instant, à un instant T, un certain état de la poésie. Rimbaud, il arrive, il apporte une révolution, et donc après lui, la poésie ne serait plus jamais la même. Bon. Et au-delà de cette question-là, c'est de dire il faut rester centré sur le sujet. Le sujet dit quelque chose, le sujet est sur une œuvre, donc on s'intéresse à l'intérieur du sujet et on ne cherche pas à voir comment cette œuvre-là est fait rayonner autour d'elle. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et pour mesurer la révolution poétique des cahiers de Douai, ben, en fait,
il faudrait savoir ce qui s'est passé après dans le monde poétique, tu vois, dans le champ poétique. Et surtout ce qui se passait avant aussi. Donc comparer avec des œuvres antérieures et postérieures. Ça rend cette dissertation impossible à tomber le jour du bac en fait. Pour recentrer la problématique, encore une troisième proposition de problématique, est-ce que les cahiers de Douai, donc là on reprend plutôt le nom de l'œuvre, est-ce que les cahiers de Douai cherchent, peut-être qu'on peut, tu vois, poser la question plutôt de l'intention de Rimbaud, où soit on dit cherche à, pour poser la question de l'intention du poète, soit on dit réussissent à, pour poser la question plutôt de la réception par le lecteur. Donc qu'est-ce que les cahiers de Douai cherchent à transformer la manière de percevoir la poésie? Voilà, et donc là, typiquement, ce qui se passe, donc là, cherche à transformer la manière de percevoir la poésie. Là, on ressent sur l'intention, donc ce qu'il disait sur l'intention de l'auteur, et donc on va pas s'intéresser tant à, on va dire, une réception globale, mais plutôt une réception précise. Et même à partir de ce moment-là, c'est là où aussi il faudra, mais à nouveau, vous n'êtes pas concerné parce que vous n'avez pas lu toute l'œuvre de Rimbaud, mais la difficulté, ce serait de rester focalisé sur les cahiers de Douai. Les cahiers de Douai, c'est un petit recueil de poésie. C'est un recueil de poésie qui est même pas formellement fait. C'est-à-dire que oui, il espérait être publié, mais c'est un peu un recueil au sens presque originel du terme, à savoir qu'avant Baudelaire, on n'avait jamais vraiment fait, en tout cas Baudelaire est un des premiers à l'avoir fait, à vraiment donner du sens à tout le recueil. Avant ça, on mettait tous les poèmes qu'on avait fait dans un recueil. Un recueil, c'était le bouquet, donc on mettait plein de fleurs différentes et puis ça faisait un recueil. Bon, les cahiers de Douai, ça n'est que les cahiers de Douai. Ça n'est pas Rimbaud, mystique, dans Une saison en enfer. Ça n'est pas Rimbaud, créateur, novateur des illuminations. C'est un certain Rimbaud, poète adolescent, qui n'a pas encore atteint... parce que la difficulté qu'il y a, c'est tel qu'on le présente, Rimbaud, c'est celui qui a révolutionné une partie de la poésie. Ce qui est vrai, mais ce qui est partiellement vrai, peut-être pas vrai, pour son œuvre de jeunesse, à savoir, pour Rimbaud, la jeunesse, c'est vraiment 16 ans. La maturité qu'il va avoir, ça va être aux alentours de 18-20 ans. Donc le problème, c'est qu'on a l'image d'un Rimbaud qui est un génie parce qu'il a fait des choses incroyables. Mais le recueil des cahiers de Douai, c'est pas évident. Voilà. Bon, toutes ces problématiques sont valables, mais franchement, la tienne est très bonne. Elle est même mieux, je pense, que la deuxième. Parce que la deuxième, là, que j'ai formulée, elle s'éloigne trop du recueil en lui-même. Mais elle s'éloigne du recueil parce que j'ai suivi, en fait, j'ai tiré le fil du sujet, en fait. Hein. Ah oui, t'avais déjà donné des arguments. Toi, t'as tout de suite réfléchi à des idées et c'est bien. Mais il fallait analyser le sujet d'abord et peut-être garder tes idées en tête ou sur un petit bout de brouillon. Et en fait, t'as dit quelque chose. Très intéressant, hein, ce que je vous ai toujours répété, mais c'est toujours bien de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Commencez par analyser le sujet avant même de ramener des choses qui seraient de l'ordre des exemples. Il faut vraiment arriver avec une espèce de regard neutre et naïf sur le sujet. Qu'est-ce que dit le sujet? Et à partir de ce qu'a dit le sujet, comment ça me permet de réfléchir, etc. etc. Mais d'abord, qu'est-ce que dit le sujet? Voilà. Quelque chose de très juste sur pour aller dans le sens du sujet. Oui, il ne suit pas les règles de la poésie traditionnelle. Il en détourne beaucoup de codes. Et non pas seulement dans le sens, non pas seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Voilà, il détourne. Au passage, à nouveau quelque chose qu'on a rappelé souvent, toujours commencer, dans 95% des cas, sinon 99%, vous serez invité à aller dans le sens du sujet d'abord. De la même manière que dans un débat, vous commencez stratégiquement par concéder des choses à l'adversaire en face, parce que sinon il ne va pas vous écouter. Bah là c'est pareil. Les codes poétiques, on peut dire ça, hein. Et il a aussi une ambition qui est ça on peut s'appuyer sur la lettre du voyant. Il a aussi pour ambition
transformer la manière d'être poète. Hein. Tu vois, par exemple, il veut s'encrapuler pour être poète. Ça, c'est une idée tout à fait neuve. Et l'idée du voyant aussi, elle est assez... elle se base sur certaines visions du poète antérieur, comme le poète prophète, à la Victor Hugo, mais c'est quand même une idée révolutionnaire, en tout cas qui est bien le signe d'une révolte. Hein. Donc là, il fait référence à quelque chose dont je vous ai parlé, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier en classe, mais que je vous avais dit de regarder. Donc les lettres du voyant qu'il a écrites à Isambard et surtout à Paul de Mény, où il disait à peu près la même chose, à savoir que le poète doit être voyant et que c'est-à-dire qu'il doit voir plus loin que les autres, il doit être un voyant pour le reste des hommes, donc il a une position privilégiée parmi les hommes, donc c'est à lui d'apporter la révolution, en gros poétique, quoi, la révolution esthétique. Au passage, c'est dans ces mêmes lettres du voyant où il dira je est un autre. Donc J-E, E-S-T, un autre. Donc c'est un des premiers qui aurait instauré une espèce de bipartition de l'homme avec certains aspects et d'autres aspects, ou le fait qu'on ait agi par d'autres forces. Bon, c'est simplement une parenthèse. Donc on peut dire aussi, hein, pour aller dans le grand 1, peut-être que ça peut être un petit B là. Tu vois, genre un petit A dans il détourne les codes et un petit B. Les intentions de Rimbaud sont clairement tournées vers du nouveau. Il veut aller à l'inconnu. Donc c'est ça, hein, c'est en ça qu'il peut révolutionner les choses. C'est pas du nouveau. Alors, aller à l'inconnu, pareil. Donc effectivement, pour ce sujet-là, sur la question de la poésie traditionnelle, aller vers le nouveau, ça nous rappelle, a priori, alors peut-être pas directement, mais on a parmi les sujets, je vous ai donné donc en explication de texte le voyage de Baudelaire, je vous ai donné que le début. Mais dans ce début-là, je vérifie que vous voyez bien ce dont je vous parle, voilà. Donc nous, on n'a que cette partie-là, mais il se trouve qu'à la fin de ce voyage-là, on se retrouve avec Baudelaire, donc il nous dit en 56, verse-nous ton poison, donc il s'adresse à la mort, pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et alors là, c'est presque quelque chose que vous pourriez utiliser dans une dissertation ou en accroche ou en conclusion. Clément nous dit qu'aller à l'inconnu, c'est aussi dans la lettre du voyant. Et vous voyez qu'il y a donc une filiation qui est assez évidente. Donc aller à l'inconnu, aller vers les choses nouvelles. Vous voyez qu'il y a donc une filiation dans ce renouveau-là de la poésie. Il y a une ambition de renouveler la poésie, non pas en revenant à des codes anciens comme avait pu le faire la Pléiade, mais vraiment en allant chercher des formes nouvelles. Voilà. On peut reprendre. Nouveau qui dit, hein, c'est l'inconnu. Donc là, tu peux le citer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Ça, c'est ce qu'il dit plus précisément. Tu peux t'inspirer de ce plan-là, parce que tu vois, la révolte, la révolution poétique, ben, elle passe dans le grand 1 par la désobéissance et la provocation. Donc là, tu peux réutiliser ces idées-là, une poésie de la désobéissance et de la provocation. Tu peux aussi, dans le grand 2, donc dans l'antithèse, rappeler que non, en fait, Rimbaud, c'est pas non plus un révolutionnaire poétique, parce que il respecte certaines règles, il rend hommage à certains maîtres poétiques, et il ne jette pas tout par-dessus bord. Hein. Et dans le grand 3, oui, pourquoi pas, tu peux dire que c'est pas une révolution, c'est une émancipation. Alors là, on va pas garder le même grand 3. Je pense qu'il faudrait que tu fasses un grand 3 ici, autour de l'émancipation personnelle de Rimbaud. En fait, c'est Si on fait simplement le petit point là sur ce plan-là, la poésie désobéissante, la poésie provocante, ok. La poésie qui rend hommage et la poésie qui respecte les règles, c'est un peu le genre de plan de dissertation que vous auriez souvent, à savoir, d'abord on commence par effectivement dans quelle mesure il sort des codes, dans quelle mesure aussi il rend hommage à ces codes-là, et donc en fait c'est la troisième partie qui va souvent poser question, et là pour ce genre de sujet, effectivement il va falloir qu'on s'interroge un petit peu plus en avant. quand même une entreprise profondément intime. Hein.
te propose qu'on prenne donc le sujet suivant là. À la suite d'une fugue, Rimbaud écrit le 2 novembre 1870 à son professeur, donc Georges Isambard sûrement. Il écrit « Que voulez-vous, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? C'est vrai qu'elle est courte, mais elle est assez dense, assez touffue. Qu'est-ce qui te sens, quel mot te semble? Alors, on a une question pour la dissertation. Est-ce qu'une troisième partie, c'est obligatoire? Oui. Même moi, j'ai tendance à dire que troisième partie dialectique, à savoir que il faut qu'on dépasse ça. Je vois mal une dissertation en deux parties, alors à part les dissertations thématiques, où on dirait, je sais pas, dans un grand 1, oui, il y a un respect des codes, et dans un grand 2, il y a une émancipation. Le truc, c'est que c'est un peu tricher avec l'exercice, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend de vous dans une dissertation. Si jamais vous êtes dans une galère complète, ça se tente, mais vous vous exposez à des risques. Voilà. Contenir le plus de sens dans cette phrase. Dans ce sujet, adorer la liberté libre, c'est une expression assez originale. Pourquoi elle est originale? Ouais, ça n'a pas de sens en fait. C'est soit on peut appeler ça une tautologie, c'est redondant, c'est la même idée hein, qui est exprimée deux fois. Enfin, c'est le substantif, le nom, et son adjectif. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi est-ce qu'il fait cet effet de répétition, de redondance? Tu dis qu'il insiste. Oui, c'est ça, c'est une figure d'insistance. Tu rappelles le terme d'émancipation, oui. Mais alors, c'est vrai que l'émancipation, c'est une forme de libération. Hein. Donc c'est atteindre une liberté. Mais surtout là, le fait de dire liberté libre, ça indique qu'il a une très haute idée de la liberté et de la pureté de cette liberté. Une liberté absolue ou parfaite. Pure, absolue, parfaite. Adorer, hein, ça c'est encore un mot qui crée un effet d'insistance. C'est pas aimer. Adorer, tu sais qui on adore normalement dans la langue française, ce que ça veut dire adorer. C'est aimer si fort. En fait, normalement, c'est réservé au divin. On adore Dieu. Euh, Ça vient de prier, adorer. Orare ou quelque chose comme ça en latin, ça veut dire prier. Donc c'est aimer, mais c'est un amour qu'on porte à une divinité normalement. Alors, je fais juste un petit arrêt ici, juste pour vous dire que dans une citation, tout ce qui pose problème en général, c'est que autant quand on vous pose une question en disant est-ce que le rire chez Molière empêche le divertissement, ou est-ce qu'il n'est que divertissement, etc., on vous invite déjà à vous poser la question. Le problème dans des citations comme ça, c'est que c'est à vous de faire votre propre chemin, puisque lui, quand il a posé ça, il s'est pas dit que c'était une question de dissertation. Il s'est juste dit, je dis ça. Et donc c'est à vous de voir dans quelle mesure ce qu'il dit peut être éventuellement contradictoire, et dans quelle mesure il est contradictoire. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc tout ça est très insistant. Hein. Bon, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a, avant ça, il y a je m'entête affreusement. Et ça, on va le mettre ensemble aussi, on va l'analyser ensemble. Je m'entête affreusement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'originalité de cette formulation? Être entêté, c'est, je crois qu'en anglais, ça se dit stubborn. Ouais, c'est persister, s'obstiner. Ouais, persister. Persister très fortement. Persister sans tenir compte des autres, sans tenir compte de son entourage, et aussi, il dit affreusement. Alors l'emploi de cet adverbe est très... Il faut l'analyser. Ouais, c'est qui fait peur, c'est qui est tellement laid, tellement moche, tellement dégoûtant que ça fait peur. C'est awful. Et donc là, vous voyez, pareil, sur ce genre de citation, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Là, vous n'avez pas grand-chose, et donc vous allez être obligé de vous débrouiller avec ce qu'il y a. Et donc là, vous voyez qu'avec affreusement, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne mettrait pas naturellement avec adorer la liberté libre. Quand on pense à la liberté libre, on ne pense pas à quelque chose d'affreux. Donc il y a une espèce de remise en question de cette liberté libre qui se fait à travers quelque chose d'un peu hérétique, dans le sens un peu contre la société. Le côté affreux, un affreux, voilà, c'est quelqu'un, c'est un peu un freak.
pour parler comme l'élève anglophone de Clément. Donc il va falloir qu'on utilise ce petit bout qui nous a été laissé pour en faire une dissertation, pour en faire une problématique. En parlant de citations, sont-elles obligatoires dans les dissertations ? On peut par exemple juste dire le poème, la partie ou le chapitre. Là où tu as raison, c'est que les citations, il ne faut pas s'en faire une règle absolue, dans le sens où si vous avez appris par cœur tout un tas de citations et que vous les citez juste parce que vous voulez les placer parce que vous les avez apprises, ça ne va pas avoir grand intérêt. Mais à côté de ça, si vous dites il y a une grande utilisation, je ne sais pas, Rimbaud critique souvent le pouvoir, et que vous n'êtes pas capable de dire il le critique dans la victoire de Sarrebruck, et que vous allez citer par exemple un terme qui est employé ou qu'il est appelé d'une manière différente, etc. De la même manière, si vous dites Rimbaud fait beaucoup de place à la sensation dans son œuvre, mais que vous ne citez pas un vers de sensation, en plus c'est de la poésie, ça va faire un peu tâche. Si vous êtes que dans la description, ça va manquer un petit peu d'ancrage dans un sujet. Et c'est là où ça peut vous poser problème, parce qu'on va se dire, il n'a pas été capable d'apprendre 2-3 citations. C'est pour ça que si vous avez une citation, si vous avez appris un poème, essayez d'exploiter au maximum ces citations-là. Ou alors, allez en chercher. Je dirais pas d'apprendre des citations juste pour les apprendre. Par contre, repérez celles qui ont plusieurs sens. Celles qui peuvent s'utiliser dans plein d'endroits. Je pense par exemple à, dans Sensation, je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Là, il y a le côté se laisser attirer par la sensation, mais aussi le côté la volonté de faire rupture avec la société du langage, etc. Bon, voilà. Donc oui pour les citations, mais c'est pas une règle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une citation. C'est pas comme les CPI où il faut avoir une citation par partie. Ici, c'est encore une figure d'insistance. Il devient terrifiant et hideux pour les autres, tellement son projet poétique est avancé et extrême, ça en devient affreux. Est-ce que t'as pas un poème qui te vient à l'esprit où il y a des choses laides et terrifiantes, enfin très laides, qui sont évoquées? Vénus Anadyomène, il est affreux ce poème. Et d'ailleurs, lui, il utilise des verbes, il utilise le terme hideusement. Bel hideusement d'un ulcère à l'anus, dans Vénus Anadyomène. Donc ça, c'est une citation que tu pourras facilement utiliser. Et il parle de Vénus, là, en plus. Hein. Donc, d'une déesse. Et tu vois, on avait dit que adorer, c'était un verbe qui, normalement, était réservé aux dieux. Enfin, qui, à la base, disons, était réservé aux dieux. Alors, là, vous voyez, je me permets d'intervenir pour vous dire, imaginez que vous n'ayez pas Vénus Anadyomène, vous ne l'avez pas assez bossé, parce qu'il n'était pas dans les explications linéaires, parce qu'il n'avait pas ça. Vous n'avez pas Vénus Anadyomène. On pourrait quand même réfléchir sur le sujet. Puisque même à un niveau un peu inférieur, sans parler de choses affreuses, mais de choses simplement laides ou des choses qui sont en retrait de la société, quand il dit « mon unique culotte avait un large trou », la représentation qu'il donne de lui-même, c'est une espèce de crado dans la forêt. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, c'est en ça que, même si vous n'avez pas les ressources, ayez suffisamment de compréhension de votre œuvre pour être capable d'utiliser des exemples, même si ce ne sont pas ceux les plus attendus. Ne commence pas tes questions. Je te conseille de ne pas commencer tes questions de problématiques en disserte par en quoi ou par comment. Je te conseille de les commencer par est-ce que. Comme ça, tu es sûr de poser une question totale, une question fermée. Alors, donc la deuxième fois qu'il le dit, mais je pense qu'on peut vraiment se le retenir sur cette technique de la question fermée. Commencez vos problématiques par est-ce que. Je suis même pas sûr que moi je l'ai fait pendant l'année, mais c'est un vrai bon conseil. Alors, si tu dis est-ce que le recueil, il faut pas dire illustre-t-il. Il faut juste dire est-ce que le recueil illustre. Et là, tu continues avec le complément. Je suis débraillé comme un étudiant. Moi, je suis débraillé comme un étudiant. En plus, il dit moi, donc il se distingue des autres. À la musique, il présente une société bourgeoise. Il finit par dire moi, je suis débraillé comme un étudiant, où il remet ça en question. Dans la question, alors qui n'est pas hideuse, mais vous voyez que quand il parle au cabaret vert, c'est assez plaisant, mais en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu gras, grivois, où on comprend que derrière ce jambon, il parle un peu de la jambe de la femme, et donc il y a une dimension un peu sexuelle. Bon, voilà, c'est pas la même subtilité, peut-être que La Bête qui voyage beaucoup.
dans le poème dont le nom m'échappe. Clément. Illustre une quête, c'est très bien. Illustre une quête. Mais par contre, je te conseille de... Bon, si tu peux reprendre le terme de liberté libre, mais je te conseille de le reformuler. Si tu le reformules pas, mets-le entre guillemets. Tu vois, une quête euh, de liberté libre. Mais franchement, essaye de le reformuler. Regarde les mots que j'avais proposés tout à l'heure. Ouais, une liberté totale. Une quête d'une liberté totale. Et moi, je dirais même, pour être encore plus précis, tu vois, pour parler aussi de l'adverbe affreusement, illustre une quête tellement absolue, illustre une quête de liberté si pure, si absolue, ou illustre la quête d'une liberté si pure qu'elle est déconcertante. Ok, très bien. Alors maintenant... Alors là, vous voyez, par exemple, dans la problématique qui finit par donner, oui, c'est celle qui serait le plus attendue, mais vous voyez bien aussi qu'elle est complexe. Vous avez, avec ce sujet-là, possibilité de faire une bonne dissertation avec vos armes si vous restez sur quelque chose comme illustre une quête de liberté. Peut-être de liberté, vous pourriez rajouter, si vous vous sentez en jambe, d'une liberté un peu dérangeante, quelque chose comme ça. Mais si vous n'aviez que est-ce que le recueil illustre une quête de liberté, vous seriez légèrement décalé par rapport au sujet, vous ne seriez pas hors sujet. Donc si jamais, très concrètement, vous sentez que vous êtes dans la merde, revenez à une problématique un peu simple comme ça, où vous êtes sûr de pouvoir articuler toute votre dialectique. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas certain d'avoir assez d'armes pour réfléchir sur la notion d'affreusement, la notion d'affreusement, elle vous permet simplement de parler de la quête de liberté. Et donc, dans la quête de liberté, vous allez éventuellement pouvoir reprendre dans une sous-partie le côté affreusement en disant évidemment, cette quête de liberté, elle peut déplaire à certaines personnes ou elle peut se passer par une forme de provocation. Et la provocation, ça peut être une forme de violence. Je pense qu'on va pas aller on va pas regarder toute la vidéo. Je vous laisse la regarder. Je vous redis que véritablement, si vous avez bien compris les explications qui m'ont semblé très claires de Clément, vous avez quand même énormément de ressources, que ce soit pour rédiger une sous-partie de dissertation, rédiger une intro de dissertation. Vous avez dissertation euh, sur le malade imaginaire. Vous avez des explications de texte si vous voulez des citations précises, etc. Donc vous avez plein de ressources. Donc allez-y. Et là, vous voyez, vous avez, j'imagine, alors je vais juste regarder. C'est un fouillis de... Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Il vous a lu tous les poèmes du recueil et donc vous pouvez les entendre et donc éventuellement, je ne sais pas, par exemple le soir, vous pouvez profiter d'un moment un petit peu plus de calme pour vous les remettre en tête. Peut-être qu'il y a un vers qui va plus vous accrocher, vous allez dire ah tiens, je vais l'apprendre. Et vous pouvez faire confiance à Clément pour le lire puisqu'il a été à votre âge, il a eu un prix de récitation. Voilà, je vous donne quelques insights. Il n'a pas gagné, mais enfin, il sait lire, en tout cas, mieux que moi, je pense. Donc voilà pour tout ça. Voilà, à moins que vous ayez des questions, je pense qu'on va finir le live là-dessus. Voilà. Donc je vous laisse me poser des questions si jamais vous en avez. Je suis toujours disponible sur Insta si vous avez des questions plus précises auxquelles je peux prendre plus de temps pour répondre. Prochain live, a priori mercredi, un peu le live de la dernière chance. Et voilà. Donc, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Pour ce qui est de la méthode, là, vous avez plein de ressources. Je pense qu'on a dit plein de choses très intéressantes. Je pense que je mettrai la VOD. Je vous la mettrai en répertorié pour tout ça. Et je vous l'enverrai. Voilà. Alors, mercredi à quelle heure faut me suivre sur Instagram, je le repréciserai. Je pense que ce sera plutôt en début d'après-midi. À voir ce qui arrange le plus. Je vais faire des sondages pour savoir où est-ce qu'il y aura le plus de gens. Voilà. Sachant que on va parler un peu indifférenciamment
du commentaire ou de la dissertation, parce qu'on va parler des méthodes de brouillon, etc. Voilà. Dans ces cas-là, mais de rien Clément, il me reste plus qu'à vous souhaiter. Alors, c'est exactement comme la chaîne Twitch. Voilà. Donc, je vous dis à mercredi pour ceux qui seront là. Et bonne soirée.